jusqu'au 19e siècle, la mécanique newtonienne marchait très bien, force, accélération, on calculait les orbites des planètes, tout allait bien. Il y avait quelques petits problèmes avec la vitesse de la lumière, et Einstein a introduit la théorie de la relativité, disons, restreinte au début, qui a fourni le nouveau paradigme, qui a agrandi le champ auquel on pouvait appliquer la théorie, et qui expliquait des phénomènes qui n'étaient pas explicables dans le cadre précédent. Ok, bon, ça c'est ça. Le rapport avec la science-fiction existe dans la mesure où la science-fiction, parfois... voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle narratif, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle narratif? C'est une question beaucoup plus... voilà. Question beaucoup plus délicate, parce que c'est beaucoup moins bien défini. Il y a pas, vous n'avez pas trouvé ça dans Wikipédia, mais je pense qu'il y a deux manières d'interpréter cette question, c'est-à-dire, modèle narratif, on peut penser à une œuvre dont le sujet est un changement de paradigme. Au sens propre, la science-fiction a parfois mis en scène des scientifiques faisant des découvertes et agrandissant leur champ de vision intellectuelle et parfois cosmique en faisant cette découverte. Ou, dans un sens plus abstrait, on peut considérer que la manière dont fonctionnent certaines histoires de science-fiction, ou pas de science-fiction d'ailleurs, hein, ou des romans policiers par exemple, qu'il s'agisse de science ou pas, suit certains des mécanismes, soit du processus de recherche et de découverte qu'on a en science, soit du processus narratif qui existe en science quand, forcément, un scientifique doit communiquer son travail à d'autres scientifiques, qui est en général la manière de le valider. Donc, évidemment, c'est un vaste ensemble de questions, et peut-être que Gérard, que je vois frétillant sur le micro, aura quelque chose de plus à dire là-dessus. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est que dans un certain nombre de cas, et peut-être un assez grand nombre d'ailleurs, les auteurs de science-fiction transgressent délibérément et en connaissance de cause des paradigmes scientifiques bien établis. Je pense évidemment à la relativité et à la limite que pose la vitesse de la lumière, qui est introduite par la relativité, mais qui, sauf erreur, était déjà présente dans les équations de Maxwell sur la lumière. Alors, quelques scientifiques un peu rapides dans leur jugement balaient sous la carpette cette forme de science-fiction, disant mais c'est pas sérieux, on peut pas voyager plus vite que la lumière, etc. En fait, la quasi-totalité des auteurs que je connais, j'en ai publié quelques-uns, savent très bien qu'on ne peut pas le faire. Mais précisément, le modèle narratif introduit la licence scientifique, cette fois, et permet de s'amuser à faire semblant d'ignorer, de négliger le paradigme scientifique. Donc, c'est un premier point, et souvent, cette transgression fait l'objet d'un jeu, si bien que les écrivains avec des mots se sont efforcés de décrire des méthodes plus ou moins tordues pour aller plus vite que la lumière, si bien que certains physiciens en retour, je pense à Michel Kakou par exemple, se sont pris au jeu et ont cherché des méthodes qui permettraient, sans transgresser la relativité, de voyager durant des durées humaines de vie entre les étoiles. Et toi-même, en tant qu'auteur, on peut préciser quand même, le gambit des étoiles, c'est celui-là, hein, dans lequel tu prends le défi de justement renverser le paradigme science-fictionnel, qui est de dire on va dépasser la limite de vitesse de la lumière, et d'essayer d'imaginer une structure politique, économique, interstellaire, qui respecte ce décalage-là, ce qui n'est pas sans difficulté. Tout à fait, je n'avais pas encore, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai écrit ça, je n'avais pas assez d'audace. Ouais, mais on peut dire que là, tu as utilisé un paradigme scientifique comme base à ta narration. Un peu. Tu l'utilises pour la narration. Mais j'ai l'impression que je connais très bien l'œuvre de Marc-Antoine, donc je pense qu'on va dans cette direction-là. On parle de modèle narratif, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas utilisé pour raconter une histoire, quelque chose de scientifique, c'est quelque chose que les écrivains de science-fiction font tout le temps. Ils s'emparent de supercorps, de la relativité, de n'importe quel élément scientifique, et puis ils essaient d'inventer une histoire qui va avec.
ça influe pas a priori sur le modèle narratif, qui pour moi relie plus le fond à la forme en fait. Je pense que la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut, par exemple, à partir de la relativité restreinte, c'est intéressant, essayer d'imaginer un livre objet, ou même pas un livre d'ailleurs, qui est vraiment basé sur cette chose-là. Alors, je ne sais pas si c'est possible. On pourrait imaginer par exemple jouer à fond sur le fait par exemple que quand on communiquera quand il y aura des gens sur Mars, il y aura un délai de communication simplement parce que la vitesse de la lumière est finie. Donc on pourrait peut-être imaginer des formes dans la forme même, pas seulement dans l'histoire, dans la forme même des choses qui sont liées à ça. Et moi, un auteur chez qui je vois énormément de ponts entre la science et le paradigme scientifique et le modèle narratif, c'est justement Marc-Antoine, qui dans ta forme de BD, tu intègres tout le temps, enfin la forme est complètement confondue avec le fond, tu joues avec la forme, pour ton premier roman, je crois qu'il y a une case vide, c'est ça, tu joues avec et les personnages, je pense qu'il y a une raison scientifique au fait qu'il y a une case vide, ils revivent quelque chose qu'ils ont vécu, puis deux fois, donc imaginez le truc avec la case vide au milieu, et plein d'autres choses dans cette chose-là. Donc je pense que toi, tu as essayé vraiment de jouer avec à prendre une hypothèse qui n'est pas forcément un paradigme scientifique, mais en tout cas une hypothèse, et de la pousser à fond pour ton modèle narratif. C'est ça? Oui, pas exactement. Enfin, là, je me sens un petit peu, c'est bon, je me sens un petit peu candide parmi vous, les scientifiques et écrivains également de science-fiction. Mais si on parle de modèle scientifique, moi, ce que ça me fait penser, quand j'entends modèle, je pense au modèle du peintre, si vous voulez. Il y a un modèle et il y a un artiste, un créateur qui regarde ce personnage ou cet objet, un vase, peu importe, et va en faire quelque chose et va le transgresser d'une certaine manière. Parce que si c'est juste pour le restituer, pour le redonner fidèlement, forcément c'est limité, et puis ça peut être vite sec, ou en tout cas asséchant. Donc la science, c'est vrai que pour moi c'est vraiment un modèle. C'est-à-dire que j'aime lire de la science, j'aime bien les écrits scientifiques, parce que ça fait germer en moi des choses, mais qui n'ont rien à voir évidemment avec la science. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui peut être intéressant. Mais c'est marrant que tu parles de Mars tout de suite, parce que j'étais justement en train d'y penser. Je suis allé voir avant-hier Seul sur Mars. Et là, par exemple, il y avait quelque chose, il y avait peut-être matière dans ce film-là à dire des choses, à développer une poétique, à développer une réflexion, des interrogations justement sur cette histoire de temps. Et le film est un peu passé à côté, il me semble, hormis le fait que c'est un film que j'ai bien aimé, et voilà, il y a un retour sur investissement, on va dire, qui est correct. Mais ce qui est un petit peu dommage, par exemple, c'est qu'on passe à côté de ces fameux 30 minutes lumière. Là, je dis ça sous contrôle. Ça dépend où est Mars. Voilà, ça dépend où est Mars. Mais en tous les cas, c'est ce décalage de communication. Là, il y aura eu, par exemple, quelque chose d'intéressant pour écrire un scénario peut-être autre, même si on gardait le scénario tel qu'il est. Il y aurait pu y avoir des moments où on comprenne vraiment que c'est compliqué de communiquer quand on est sur Mars, par exemple. De la même manière que c'est sans doute compliqué d'être tout seul sur une planète. Là, il y avait peut-être des instants de poésie et de rêverie à développer que Ridley Scott, à mon avis, n'a pas pu, ou que les producteurs plutôt n'ont pas voulu peut-être. Donc là, on rentre un petit peu dans le vif du débat, c'est-à-dire que comment effectivement le matériau science, avec ses nouveaux paradigmes, avec ses nouvelles donnes, on va dire, est-ce qu'on est capable, nous les créateurs, de les prendre comme une glaise, comme un matériau pour restituer soit la vraie donnée de ce changement, soit les transformer pour créer quelque chose. Moi, je pense que oui. Alors, je le fais avec mes petits moyens, la bande dessinée, en mettant le pied dans la porte, on va dire, pour aller chercher des trucs un peu ailleurs. Mais voilà. Mais si on prolonge l'idée sur Mars, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est un film dans lequel le spectateur vit le délai au moins une fois dans le film. Je ne sais pas si ça doit pas être le cas. Quand Mars est la plus proche de nous, je crois que c'est quelques minutes, donc c'est possible au cinéma. Sinon, ça pourrait faire un film très très long s'il fallait attendre.
2 fois 4 minutes, je crois, les plus courts, mais sous contrôle de personne ne sait, je crois. Mais donc ça aurait été peut-être rigolo que le personnage sur Mars envoie son message, donc on le voit envoyer son message, et puis il va faire autre chose, machin, sur Terre ils font rien, et puis au bout d'un moment, 4 minutes après, sur Terre, ils entendent le truc arrive, ils l'écoutent, ils méditent une réponse, ils la renvoient, et donc là peut-être qu'on serait allé dans la direction du débat, c'est-à-dire de mettre un paradigme scientifique dans l'entité restreinte, dans la forme, vraiment, dans le modèle narratif, c'est-à-dire de l'ériger un peu en modèle narratif. Ça peut être rigolo, ça. Mais je pense qu'en fait, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est le changement même de paradigme qui peut être mis en scène, ou utilisé comme mécanique d'articulation de ce qu'on raconte, c'est-à-dire le fait que le sol sur lequel on pensait avoir les pieds se dérobe sous vos pieds, et que le monde qu'on croyait connaître n'existe plus. Par exemple, dans un album de Marc-Antoine Mathieu, quand le héros s'enfonce dans une petite rue pour échapper à un embouteillage de piétons, et qui se rend compte que cette petite rue, en fait, qui a l'air très longue et très courte, mais construite en perspective, et que les morceaux de maison s'effondrent autour de lui. C'est ce genre de choses que... Oui, là, alors ça, on est, je suis pas tout seul à le faire, hein. Beaucoup de gens l'ont fait bien avant moi, hein, en commençant par Winsor McCay avec Little Nemo, Francis Mas, parce que là, rapport bande dessinée naissance, il y en a un qui est le grand maître, qui est le grand maestro, c'est bien Francis Mas, hein, je vous recommande de le lire si vous ne le connaissez pas. Lui triture la science et récupère justement tous ces paradigmes scientifiques pour en faire une poésie pure avec une espèce de logorée flamboyante. Mais ça, c'est le côté un peu Matrix, c'est-à-dire qu'on pense que le monde est tel qu'il est, et puis tout d'un coup il y a une catastrophe, il y a quelque chose qui passe, un glissement de terrain qui fait qu'on est projeté dans un autre monde, mais un autre monde, pas seulement un autre monde, pas seulement un autre continent, vraiment un changement total et radical de la manière dont on appréhende le monde. Donc là on retourne un petit peu au mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit, mais il y a un autre réel. Alors